Merci à Radio Azul International pour l'organisation de cette conférence intéressante. C'est un grand plaisir que je vous souhaite et je vous souhaite la bienvenue pour assister à cette conférence exceptionnelle que va donner Dave Raid, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui à Montréal. Donc, il nous présentera une conférence sous le titre Algérie, 70 ans après, défis internes et externes. Mais je pense, d'après ce qu'il a dit au début, il va élargir un peu le thème de la conférence en termes de date pour aller en profondeur dans l'histoire de l'Algérie. Cette conférence abordera les défis qui attendent l'Algérie, aussi bien sur le plan interne qu'externe. Il doit y en avoir en masse, comme disent les Québécois. Les défis, c'est pas ce qui manque. Donc, Dave Raid est écrivain et politologue. Il a vécu toute la guerre de libération Gazouza en Kabylie. Et Dave Raid sait bien de quoi il parle parce qu'il a vraiment vécu la guerre d'Algérie. Voilà. Et donc, donc Dave Raid Abban est professeur des universités en médecine. Il est en retraite en ce moment. Donc, il se consacre depuis une trentaine d'années à l'histoire politique du mouvement national et à la révolution algérienne. Il est auteur de plusieurs livres et de nombreuses contributions, articles, entretiens dans les médias, presse écrite, radio, télévision. Il a en outre animé de nombreuses conférences en Algérie, en France, en Belgique et ici même au Canada. Parmi ses œuvres figurent les livres qu'il a écrits, L'Algérie en guerre en 2008, Résolution au culte de la haine envers Abban en 2012, Nuages sur la Révolution en 2015, Vérité sans tabou, c'est sur la mort de Abban, Ramadan. La Soumam 60 ans après, c'est un livre collectif qui a été fait en 2018. Et son tout dernier, qui est un roman, La Lune, Athergen Zemmour. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement Dave Raid. Et puis, sans plus attendre, je vous donne la parole pour commencer la conférence. Cette conférence, on va l'organiser l'animer avec mon ami Farid Chekhi, qui est là devant vous. Et je vous donne la parole. Bon courage. Voilà, donc si vous le permettez, je rebondis sur sa dernière phrase à propos de la lune à Thergensmoor. Ce sont les échos intimes de tous les livres que j'ai écrits sur le mouvement national et la guerre de libération nationale. Et dans la lune à Thergensmoor, il y a aussi une remontée très loin dans le temps, notamment, comme on en parlait tout à l'heure, sur les Koutama et le mouvement d'invasion qui s'est inversé de l'Afrique du Nord vers l'Orient. C'était juste pour vous faire un petit peu de publicité sur ce livre qui vous attend si cela vous intéresse. Donc, je disais que ce n'est pas, si vous voulez, un retour gratuit à la profondeur historique et identitaire du pays. Ce n'est pas, je l'ai fait gratuitement parce que ça aura des implications sur notre vision actuelle du pays, notamment sur le plan identitaire. Donc très rapidement, je vous signale qu'il y a eu une étude très poussée de Malika Hachid qui a étudié la période néolithique dans le Sahara et il s'est avéré que la civilisation égyptienne, il y a 10 siècles, c'est-à-dire la période néolithique, elle est partie de notre Sahara. La preuve, c'est qu'il existe encore à ce jour en Égypte des survivances, des vestiges, c'est peut-être plus que des vestiges, de la civilisation amazigh, notamment dans la partie ouest de l'Égypte. Après, pour l'histoire du pays, il y a ce qu'on appelle la période proto-historique. La proto-histoire de l'Afrique du Nord, c'est essentiellement les Phéniciens. Les Phéniciens avec une date clé. Je résume tout ça, donc avec une date clé qui est la fondation de Carthage en 800 avant Jésus-Christ. Je vous le dis parce que ça aura des implications sur la formation inaboutie des entités politiques dans cette région qui est l'Afrique du Nord et qui s'appelait alors la Numidie, en tout cas pour la partie qui nous concerne nous, Algériens. Ensuite arrive l'Antiquité. L'Antiquité, c'est essentiellement les guerres puniques. Les guerres puniques parce qu'il y a deux puissances méditerranéennes, c'est Carthage,
Carthage, donc ça se situe autour du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc Carthage qui va entrer en collision frontale avec Rome. Ça va se solder par une défaite de Carthage au bout de 3 guerres puniques héroïques de la part des Carthaginois, notamment l'épopée d'Hannibal. Et puis, donc la défaite également de notre roi qui va s'aligner sur les Romains et qui va donc pratiquement céder la Numidie à Rome qui va dominer donc toute cette région. C'est la période où se cristallise la romanisation et également la christianisation qui va évoluer sur la période de Théodose en système théocratique et qui va obliger tout le monde à devenir chrétien. Et pour ceux qui s'intéressent, notre grand philosophe Saint Augustin va jouer pleinement le rôle de soutien de Théodose en obligeant tous les berbères à se romaniser, à se christianiser. Donc je vais donc très vite. Et une grande figure va émerger après la domination romaine, c'est Jugurtha. Et vous savez malheureusement comment a fini Jugurtha. Et la question que je me suis posée, qu'on s'était d'ailleurs posée tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas eu d'émergence d'empire hégémonique parmi les nôtres? On a eu des civilisations, mais on n'a pas eu d'empire hégémonique. Et si vous voulez, on peut en débattre tout à l'heure. C'est à la même période également qu'ont émergé des figures intellectuelles comme, je le disais, Saint Augustin avec la Cité de Dieu et surtout les Confessions mondialement connues, et également le premier romancier, donc le premier littérateur connu dans l'histoire de l'humanité qui est Apulène Mador, Mdaourouch, avec son célèbre Âne d'or, l'âne d'or, Ariul Ndhem. Mais, ça, hélas, il faut le dire, nos intellectuels, malgré que l'écriture libyque avait commencé à se développer, nos intellectuels ont écrit dans la langue de l'envahisseur, de l'occupant. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce jour, malheureusement. Alors, en 647 arrive un autre prétendant, probablement cette fois-ci avec amour, pour ne pas reprendre la formule célèbre de Kateb Yassine qui dit des prétendants sans titre et sans amour. Donc arrivent les Arabes et l'islam. C'est une période sur laquelle je ne peux pas m'étendre, parce que d'abord on n'a pas beaucoup de temps, mais là aussi, il n'y a pas eu de formation d'entité politique viable. Les 2 dynasties almoravides d'abord, qui vont s'étendre vers le sud marocain, un peu même jusqu'au Sénégal, et les Almohades vont très rapidement péricliter, au bout de 2 siècles en tout cas, et laisser la porte ouverte à toutes les prétentions, à toutes les convoitises, ce qui va se faire, bien sûr, après la fin des croisades. Les Espagnols vont vouloir s'installer, ils se sont de fait installés sur quelques espaces côtiers, et c'est pour ça qu'une autre période de l'histoire de l'Afrique du Nord s'ouvre, c'est la période ottomane, puisque ce sont les Algériens eux-mêmes qui font appel à la Sublime Porte pour une protection. Donc je crois que la régence d'Alger a été créée au début du XVIe siècle, vers 1510, et donc c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'Afrique du Nord qui s'ouvre. Ce qu'il y a de particulier pour cette période, c'est que ça préfigure déjà un peu l'Algérie actuelle, puisqu'il y a la régence, ces trois beylikas, Oran, Médéa et Constantine. Si vous voulez, si on peut faire le parallèle, c'est un peu l'Algérie du centre, de l'Est et de l'Ouest. Alors, ensuite, va s'ouvrir donc la période que vous savez également, c'est un autre prétendant, cette fois-ci, pas probablement, sûrement sans amour, et sans titre, même s'il peut se revendiquer d'une certaine une légitimité. La monarchie française, pour elle, c'est légitime de conquérir un pays qui ne lui appartient pas, parce que c'est, disait-on alors, c'est une terra nullius. C'est une terre sans nation, et une terre sans nation, ça veut dire qu'on est légitime à la conquérir. Et d'ailleurs, quand les Français à l'époque parlaient
de la population d'Afrique du Nord, on ne parlait jamais au singulier, on parlait de tribus, de populations au pluriel, etc. Et donc, cette période coloniale s'ouvre. Je vais la résumer en 2 mots par le titre d'un livre célèbre écrit par un Français d'ailleurs, qui s'appelle Olivier Lecourt Grandmaison, qui a dit « Coloniser », le titre du livre c'est « Coloniser, exterminer ». Et de fait, la période coloniale, la période de l'expansion coloniale, c'est une période à tendance génocidaire. Moi, je ne crains pas de le dire, puisque ça avait commencé déjà avec l'extermination d'une tribu du côté de la Haraj qui s'appelle les Ouafiyas, les Aoufiyas, l'extermination des femmes, des hommes, des enfants, des animaux, et on revenait même sur les soldats revenaient même à Bab Azoun avec des lobes d'oreilles, on rendait les boucles d'oreilles encore accrochées au lobe auriculaire, et des bracelets accrochés encore au poing sur le marché de la porte Bab Azoun. Ça a continué comme ça avec les enfumades. Vous savez ce que c'est les enfumades? On enferme une tribu entière, on met du bois et des branchages, on allume le feu et on est tous. C'est des chambres à gaz artisanales. Il y a eu également, je le cite, les razzias. Les razzias, c'est une méthode théorisée par un certain Lamoricière. Je ne cite pas Lamoricière pour la forme, mais Lamoricière, c'était un Saint-Simonien, c'est-à-dire la fine fleur de l'humanisme français de l'époque, héritier des Lumières et des idées de la Révolution française, de l'humanisme, des droits de l'homme, etc. Donc c'est Lamoricière lui-même, héritier donc de Prosper Enfantin, d'Auguste Comte, tous ceux qui ont annoncé le socialisme français, les grandes idées socialistes français, qui sont à l'origine de ces razzias, de cette forme d'extermination des tribus algériennes. Très vite, j'évoque également les colonnes infernales du maréchal Bugeaud, ces cartes blanches données à tous les colonels qui dirigent des colonnes infernales, qu'ils appelaient eux-mêmes les colonnes infernales. Je peux vous citer Saint-Arnaud, Pélissier, Montagnac, Camp-Robert. C'est la politique de la terre brûlée, avalisée par le maréchal Bugeaud lui-même, qui était à cette époque-là le gouverneur de la colonie, de l'Algérie. J'évoque très vite les bains de sang qu'il y a eu à Constantine, à la Roite et dans certains villages de la Kabylie. Tout ça, ça faisait partie de ces fameuses colonnes infernales. La conséquence de tout cela, de cette guerre de dévastation méthodique, l'expression n'est pas de moi, je crois que c'est Charles-André Julien, oui, c'est Charles-André Julien qui parle de dévastation méthodique. La conséquence de tout cela, c'est le pays est délié. Il n'y a plus de ciment. Les Algériens ont été transformés en poussière d'individus. C'est comme si vous preniez une fourmilière et vous tapez dessus et vous faites éclater les fourmis en individus alors qu'elles n'avaient de raison de vivre que dans le destin collectif. Et les Algériens se sont retrouvés sans terre, sans tribu, les tribus ont éclaté, et sans moyens de subsistance. Et sur ça arrivent les grandes famines des années 1860 qui vont décimer la population algérienne. Et tout ça va conduire à une hécatombe démographique. Moi, je suis intimement convaincu, et j'ai des éléments pour le montrer, je l'ai démontré avec des références, la population algérienne a perdu deux tiers. Entre 1830 et 1871, la population algérienne est passée de 9 à 10 millions d'habitants selon les statistiques de la Régence qu'avait rapporté Hamdan Khoja dans son livre Le Miroir, alors qu'il n'y avait pas polémique sur la population algérienne, donc c'était quelque chose de crédible. Donc de 9 à 10 millions, elle est passée à 2 700 000 le recensement de 1871. Donc c'est une véritable, comme je l'ai appelé, hécatombe démographique. Voilà. Et ça, c'est quand même très important parce que ça marque la mémoire algérienne.
évidemment, quand je vous le disais, donc l'hécatombe démographique, il n'y a pas que la mort, il n'y a pas que les exterminations, il y a eu également tout ce qui est spoliation foncière, avec ces lois de vivisection sociale, vivisection foncière, qu'ont été le Senatus Consulte, la loi Varnier, le cantonnement, etc. Le mode de production capitaliste appliqué à la société indigène a fabriqué en masse un sous-prolétariat qui ne trouvait même pas de quoi manger. Et puis arrive sur tout cela le code de l'indigénat. Et dites-vous bien que ce code de l'indigénat n'est pas tombé comme ça. Donc c'est le résultat d'un écrasement total de la société algérienne. Et ce code de l'indigénat, il a été signé, devinez par qui? Par le père fondateur de l'école publique, laïque et obligatoire. C'est-à-dire Jules Ferry. Et cela nous amène à dire un tout petit mot sur l'éducation. Les statistiques de 1954, c'est un garçon sur 8. Moi, j'étais à l'école, donc je faisais partie de j'étais l'un des garçons sur 8. Un garçon sur 8 et une fille sur 16 qui pouvaient aller à l'école. C'était ça en 1954. Autrement dit, la pénétration de la culture française, dont se targuent beaucoup d'idéologues colonialistes actuellement, cette pénétration de la culture française ne s'est pas faite avant 62, elle s'est faite après 1962. Les Algériens ont commencé à apprendre à parler français après 1962 parce que l'école, il y a donc une scolarisation massive en français et les gens avaient commencé à apprendre véritablement le français. C'était pas elle ne faisait pas partie des bienfaits de la civilisation tels qu'on nous l'avait annoncé. Évidemment, sur le plan politique, ça tombe sous le sens, c'est l'écrasement également. Il y a eu de timides tentatives d'octroyer de la nationalité ou de la citoyenneté française à ils appelaient ça les élus évolués, mais malheureusement, même sur ça n'a jamais abouti puisque le colonnat s'est toujours opposé à ce qu'il y ait à ce que la cité française accueille des Algériens, notamment des Algériens qui ne voulaient pas renoncer à leur identité musulmane et à leur statut civil. Et tout ça, évidemment, les Algériens ne sont pas restés les bras croisés. On peut dire schématiquement que le 19e siècle colonial, ça a été une résistance armée. Les Algériens sont partis avec l'idée de vaincre ou mourir. La formule de René Galissot, c'est prêt à tous les sacrifices et à tous les excès. Mais c'était des révoltes, des soulèvements volontaristes, incantatoires, sans base unitaire, et puis parcellaires. Un peu comme, moi j'ai trouvé la formule, l'image des Horaces et des Curiaces, on attaque celui-ci, on le fait tomber, ensuite on passe à celui-ci. Il n'y avait pas de dynamique unitaire. On revient toujours au même problème, c'est que la société algérienne a eu du mal à se cristalliser comme un bloc national et monolithique qui pouvait faire la différence. Avec un commandement unifié, ce qui a été fait en 1954 avec la Révolution. C'est ça la grande différence, c'est la rationalisation. Donc, ce que je vous disais, c'est la résistance va s'organiser, soulèvement des Ouled Naïl, soulèvement d'El Mokrani, qui a été une tentative même, je dirais, nationale de résistance. Puis ça a mobilisé 100 000 hommes et les 2/3 de l'Algérie, selon les Sharaf en tout cas. C'est le Sharaf qui dit ça, donc je le reprends. À l'époque d'El Mokrani. El Mokrani lui-même, vous savez, il est mort, les armes à la main. Il est tombé au champ d'honneur. À partir du début des années 20, les Algériens se rendent au principe de réalité. Ils se sont dit, la France, le colonialisme est installé, il est très puissant. La seule chose qu'on peut faire maintenant, on n'a pas réussi à l'ébranler, et on voit que, d'ailleurs les fêtes du centenaire sont destinées à montrer aux Algériens que la France est définitivement installée sur le sol algérien. On a fait défiler de manière très arrogante les enfants européens avec des tenues de croisée. C'est le souvenir qui
qui ravivent des choses très douloureuses dans l'esprit des Algériens. Donc qu'est-ce que font les Algériens? Timidement, ils se disent, on va récupérer la philosophie humaniste française, la liberté, l'égalité, la fraternité, la légalité coloniale, on va essayer de s'essayer aux élections, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à former de timides mouvements qui ont eu pas beaucoup de mal, mais ils avaient peur de les appeler, de les catégoriser en tant qu'associations politiques. Et c'était à l'époque, c'était au début du XXe siècle, c'était la mode des jeunes, les jeunes turcs, les jeunes égyptiens, les jeunes tunisiens, les Algériens ont formé un mouvement jeune algérien. Ce n'était pas tout à fait politique, c'est une revendication de droits humains, pas des revendications politiques. Et puis les choses vont commencer à évoluer. En 1925, c'est l'étoile nord-africaine, qui était elle aussi étoile nord-africaine. D'abord, c'est nord-africain, on n'est pas tout seul. Deuxièmement, c'est une étoile, même si derrière l'étoile nord-africaine, il y avait quand même des revendications déjà un peu maximalistes. Et puis, on a revendiqué aussi sur le plan social, parce que tous les militants de l'époque étaient plus ou moins adossés au mouvement syndical français, au Parti communiste, mais également au mouvement syndical, y compris Msali lui-même. Et puis les choses vont évoluer. Il y a la création des mouvements, l'étoile nord-africaine en 26, les élus en 27, fédération des élus. C'est pas politique. On fait une fédération des élus, d'abord c'est les élus, on va commencer à revendiquer quelques droits, alléger, on va alléger la charge sur le dos des Algériens, des indigènes algériens. Ensuite, après les oulémas en 31, vous savez que les oulémas, même jusqu'à 54, ils n'ont jamais eu de revendication politique. Jamais. Ce n'est qu'à partir de 1956, quand ils se sont engagés dans la lutte de libération nationale, qu'ils ont adopté tous les credos et tous les paradigmes du FLN, c'est-à-dire la libération nationale et l'indépendance. Après les oulémas, c'est le Parti communiste français. Le Parti communiste français non plus, il portait plus une revendication sociale qu'une revendication nationale. Et c'était l'un des points d'achoppement et de différend avec le FLN. Il pensait que les Algériens pouvaient être libérés plus avec la libération de la classe ouvrière à l'échelle internationale qu'avec une lutte de libération. Et ça, voilà. Mais les choses vont évoluer, bien sûr, les choses vont évoluer. Et puis est venu, c'est pas venu par hasard, parce que l'étoile nord-africaine va être dissoute en 1936, elle va donner lieu à la naissance d'un parti, c'est véritablement la colonne vertébrale du mouvement national, c'est le PPA. Et le PPA porte déjà la revendication maximaliste, politique maximaliste, c'est-à-dire l'indépendance nationale. Et le PPA, je vais faire un résumé un peu réducteur, le PPA, c'est le credo des oulémas, c'est-à-dire l'arabe, la patrie algérienne et l'islam. Et le PPA a rajouté l'indépendance nationale. C'est pour ça que Fralov, à l'époque, donc on est encore dans tous ces mélanges-là. Et rien ne changera avec l'arrivée du Front populaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir suscité par l'arrivée du Front populaire au pouvoir, parce que le Front populaire, c'est quoi? C'est une gauche. C'est une gauche, et dans l'esprit des Algériens, la gauche est porteuse d'une forme d'humanisme. Elle s'est trompée, parce que c'est la gauche qui va faire la guerre d'Algérie. C'est la gauche qui va j'allais dire même organiser ce qu'on appelle la pacification, qui est l'équivalent des massacres pendant la période de conquête. Donc la gauche, elle repassera. Il ne faut pas qu'on se laisse faire par des schémas théoriques. La gauche est porteuse d'idéaux et d'humanisme. Bien. Et un autre événement donc, va venir bousculer tout ça. Donc les Algériens s'installent dans une forme de lutte pacifique. On va faire de la politique. Messali lui-même,
qui était parti sur un schéma de revendication maximaliste, en sortant de prison en 1946, il va aller consulter les zaïms orientaux, notamment Shakib Arslan et Azam Pacha, qui vont lui dire il faut faire de la politique. Il faut faire de la politique. Alors qu'un événement majeur s'était déroulé une année auparavant, c'est la rupture brutale et définitive du 8 mai 1945. C'est-à-dire toute la jeunesse activiste et militante est partie sur un nouveau paradigme, des armes nous voulons. C'est l'un des chapitres de mon livre, des armes nous voulons. Nous ne voulons plus de politique. C'est devenu même péjoratif. Politique. Voilà, donc, et ça débouche en ligne droite sur novembre 1954. Novembre 1954, c'est le retour de la mentalité du 19e siècle, c'est-à-dire prêt à tous les sacrifices et à tous les excès. J'ai résumé ça par la violence à boulet rouge. C'est une formule que j'ai empruntée à Fanon, c'est-à-dire ils sont rentrés par la force, il faut qu'ils repartent par la force. Le colonialisme, Fanon résume ça en disant le colonialisme est une violence extrême, il faut une violence aussi extrême, sinon plus, pour bouter le colonialisme hors du pays. C'est ce que Fanon appelle la violence à boulet rouge. La Soumam, en 1956, va venir introduire un facteur de régulation, c'est-à-dire la violence doit être régulée politiquement. C'est le concept de primauté du politique sur le militaire. Ça aussi, c'est important de le dire maintenant, parce qu'on en est encore là. La question du rapport entre le politique et le militaire, c'est un problème, je vais y revenir tout à l'heure. Et en 62, naissance de l'État national, renaissance ou naissance. C'est un débat académique, ce n'est pas le moment de le discuter maintenant. Certains disent, en tout cas dans l'idéologie du FLN, c'est la renaissance de l'État algérien. On va dire entre parenthèses, et naissance. S'il a existé, il renaît, s'il n'a pas existé, il naît. Donc l'État algérien, qui commence donc par une espèce de romantisme révolutionnaire avec la période Ben Bella, et une forme de monolithisme politico-idéologico-culturel. Nous sommes arabes, on ne sort pas de là. Et ça, c'est aussi ce qui va exacerber la question identitaire qui a déjà été soulevée au cours du mouvement national, la crise de 1949. On peut en parler si vous voulez. La deuxième période, c'est la période de Boumedienne, on l'évoquait tout à l'heure, c'est un socialisme étatique à outrance, avec de grands projets. Au bénéfice de cette période, c'est le souci d'intégration nationale, de former une nation. C'est les programmes spéciaux un peu partout, c'est le service national, c'est le barrage vert, tout ça, dans l'esprit des dirigeants de l'époque, moi c'est une conviction, et on a vécu aussi cette période-là, c'est le souci de donner aux Algériens ce qui leur a manqué dans l'histoire, c'est-à-dire une cohésion nationale. Et de fait, ça c'est très rare, mais tous les jeunes Kabyles qui partaient, ou les jeunes Chaouis qui partaient des régions amazirophones vers les régions arabophones, ils ont commencé à apprendre l'arabe. Et ça a contribué à tracer les contours d'une cohésion nationale. Mais nous allons voir que ça va poser problème, puisque ce n'est pas encore tout à fait au point. Le deuxième type de régime, c'est celui de troisième du mois, c'est la période Chedli. La période Chedli, tout à l'heure on l'évoquait, c'est la période du consumérisme. Voilà, c'est une forme de décrispation. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une sorte de décrispation sur le plan, j'allais dire, de la consommation, mais il y a eu un durcissement sur le plan politique, puisque c'était à l'époque, c'était toujours le parti unique, il y a eu le durcissement par l'introduction de l'article 120. Et je suis sûr qu'il y a dans cette salle beaucoup parmi nous qui se souviennent de ce durcissement. C'est-à-dire, et encore, quand vous voulez rentrer au parti, à l'époque, on vous fermait quand même la porte. J'ai eu l'expérience à l'hôpital, ils sont venus nous dire vous les médecins, maintenant c'est vous qui allez prendre les rênes du pays, il faut venir au parti, tout ça, donnez-nous les formulaires, on va les remplir. Monsieur Wadahek, je reconnais maintenant dans la salle
C'est un grand plaisir de vous revoir. Vous vous souvenez avec, comment il s'appelle, celui qui était à l'appareillage, là, comment il s'appelle, Skrouf. Il nous a apporté les formulaires, il nous a dit, vous allez les remplir. On les a remplis, on ne l'a jamais revu. Voilà, heureusement que j'ai un témoin de ce que je dis. Je viens de le reconnaître. C'est un plaisir. Et donc, après la période donc, de Chedli, arrive un événement majeur, c'est 88. Ce que j'ai appelé le printemps algérien en automne. Voilà. Printemps algérien en automne. Malheureusement, les choses vont se gâter puisqu'on va organiser des élections. Et ces élections vont déboucher sur une victoire que nous avons vécue aussi, une victoire sans appel, sans aucun doute une victoire des islamistes, une victoire du fils. Et le processus démocratique la machine va être arrêtée, et ça va déboucher sur une période terrible, ce qu'on appelle la décennie noire, avec deux camps qui vont s'affronter, l'armée, sans aucun intermédiaire, l'armée et les islamistes maquisards. Et ça va être terrible. L'armée, c'est l'éradication, et les islamistes, c'est le Dawla Islamia. Arrive ensuite la période, l'espoir de la période de Yamin Zeroual. C'est un espoir déçu, puisque la période de Yamin Zeroual, c'est la période la plus noire de la décennie noire. Parce que les massacres sont arrivés aux portes d'Alger. Et autre événement majeur, c'est le rythme de l'histoire, c'est l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, qui va instaurer pendant son premier mandat la concorde civile et puis la concorde nationale. Il va revoir la Constitution pour garder le pouvoir autant qu'il veut. Au cours de cette période, il y a une décrispation sur la question identitaire. Là, on va rentrer dans les défis. Donc, décrispation sur la question identitaire. Il va y avoir également même ce que j'ai appelé un retour un peu à Ibn Arabi, c'est-à-dire un petit retour vers la tolérance, et même avec l'épisode Ben Rabarit, une sorte d'effet laïcisant. Et moi, j'ai entendu à l'époque le ministre des Affaires religieuses, je ne sais plus comment il s'appelle, Ben Aïssa, je crois, qui a parlé de liberté de conscience. C'est une chose que nous n'avons pas connue dans notre pays. Il a parlé, le ministre des Affaires religieuses, qui a parlé de liberté de conscience. Donc il y avait quelque chose qui se... Le problème, c'est que la période de Bouteflika, qui est une période de grands projets aussi, les autoroutes, le logement, ça a été une période terrible de corruption. Émergence des oligarques, et puis une période terrible de corruption. Alors, nous sommes maintenant voilà, maintenant, 2024. On a le temps de continuer à parler un peu? Oui, cœur du sujet. Là, on peut les évoquer dans le débat. Donc, cette période-là, il y a 3 points que je voudrais souligner. Si j'ai pris le temps de revenir à tous ces précédents, faire une plongée en profondeur dans l'histoire et dans l'identité algérienne, c'est pour montrer que, c'est pour reparler de cette question identitaire, c'est que l'identité algérienne est millénaire. Le socle, c'est-à-dire les racines et le tronc de l'identité algérienne, plonge très profondément dans notre passé. C'est pour ça que je suis remonté jusqu'à la période du royaume numide. Donc on ne peut pas nier ça, on ne peut pas dire que ça a commencé au 7e siècle. Le deuxième point pour lequel j'ai rappelé... oui, je reviens sur... Parce que je trouve une fameuse phrase de Khatib Yassine qui disait « Nous sommes perdus dans notre histoire ». Et quand vous êtes perdu dans le désert, dans votre histoire, vous ne pouvez pas retrouver votre chemin, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est à mon avis le problème actuel, mais qui heureusement a connu quand même une forme de décrispation sur lequel nous allons revenir. Le deuxième point pour lequel j'ai évoqué un peu toute cette partie-là antérieure, c'est que l'épreuve coloniale a été très difficile. Elle a été très difficile
Et la guerre de libération nationale, ceux qui s'en souviennent, il y en a beaucoup parmi nous qui s'en souviennent, ça a été une période terrible. Et c'est pour ça que la métaphysique de la politique dans notre pays, c'est l'histoire. C'est la guerre de libération. C'est le mouvement national de la guerre de libération. Et il n'y a pas un seul homme politique en Algérie qui va s'engager en politique sans porter quelque part dans sa tête une forme de légitimité par rapport à la guerre. Son père est shahid, son oncle a fait le maquis, il a des attaches avec les partis du mouvement national, etc. Donc c'est la métaphysique de la politique. Et je me rappelle, ici à Montréal même, j'avais abordé les questions du rapport entre l'histoire et la politique. Et à l'époque encore, il y avait cette génération, la génération révolutionnaire qui se targuait de la légitimité révolutionnaire. Ils étaient encore vivants. Actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, on ne peut pas faire de la politique en Algérie sans référence à cette métaphysique de la politique qu'est l'histoire de la guerre de libération et même du mouvement national, et pour certains même de la conquête, de l'écrasement colonial. Et c'est le troisième point pour lequel j'ai rappelé tout ça, c'est que vous avez vu que notre pays, ça a été une succession d'invasions, le dernier arrivé chassant le précédent. Pourquoi? Parce que c'est un pays avec une situation, c'était une voie de passage d'abord vers l'Orient. Deuxièmement, c'est une situation géographique stratégique. Et puis maintenant, c'est encore plus d'actualité. C'est un pays qui est immensément riche, des grandes potentialités à tout point de vue du sous-sol, du sol, etc., et évidemment du soleil. Donc toutes les raisons qui ont fait que l'Algérie a été l'objet de maintes convoitises, et bien tout est encore là. D'autant que l'Algérie, comme je le dis, c'est un pays qui n'a ni protecteur ni allié. C'est une position très difficile à tenir. Et donc on va rentrer dans les défis de la stabilité intérieure et de la sécurité nationale. Et pourquoi tout ça? Parce que l'Algérie doit garder une forme de souveraineté. La souveraineté, c'est d'abord à l'intérieur. Aucun pouvoir souverain ne peut accepter, souverain, aucun pouvoir souverain ne peut accepter d'être soumis à des oligarchies, à des lobbies, à des oligarchies. C'est-à-dire, ça fausse la décision du politique. Si vous avez un pouvoir politique qui est soumis à des lobbies divers et variés, il ne peut pas faire une politique au bénéfice de son peuple. Donc la souveraineté, elle doit d'abord être intérieure. La deuxième forme de souveraineté, c'est la souveraineté extérieure. Souveraineté, ce qu'on appelle communément la souveraineté nationale. C'est-à-dire que si vous faites des choix politiques, des choix de développement économique, des choix d'alliances politiques, stratégiques et militaires, vous devez avoir votre souveraineté. C'est le cas actuellement de l'Algérie, mais c'est une position très difficile à tenir. Alors, donc si on veut avoir cette stabilité, si on veut avoir cette sécurité, la première des choses, il faut que le pays soit stable à l'intérieur. Il faut qu'on ait une forme de stabilité politique. La forme de stabilité politique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une forme de consensus. Et on ne va pas cacher le soleil avec un tamis. Le consensus, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Confère les dernières élections, avec des taux de participation qui sont, on peut dire même dérisoires, pour un pays où il y a un enthousiasme politique habituel que pendant le mouvement national, pendant l'ouverture, il y a en ce moment, j'ai assisté aux élections. J'étais là-bas le 7 septembre. C'était le 7 septembre. Malheureusement, je n'avais pas l'impression que les gens étaient emballés. Et cela, il n'y a pas moi qui le vois. Le président Tebboune lui-même le voit, puisqu'après les élections, il dit qu'il faut instaurer un dialogue national avec les partis et avec la société civile. Et oui, c'est une très belle chose, mais à condition qu'il y ait un préalable. Le préalable, on ne peut pas discuter avec les gens qui ont beaucoup de reproches à faire au système. Le préalable, c'est que
il n'y a pas une véritable liberté de parole. La preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en prison pour des écrits, pour des paroles. Et ça, c'est dans un pays, le pays d'Algérie. Moi, je dis dans une Algérie grande et belle. Il est intolérable qu'il y ait des gens dans les prisons. Intolérable. Et donc la seule chose à faire, c'est de libérer tout le monde. C'est le début de la légitimité démocratique. Il faut redonner la parole aux gens. Il faut avoir une opposition crédible. C'est une soupape sécurité. Si vous n'avez pas d'opposition crédible, c'est un ministre. C'est comme si vous faisiez de la flûte tout seul. Il faut une opposition crédible. Et vous avez vu les candidats qui ont fait face au candidat du système qui était le président Tebboune. C'est ça le drame. Le pouvoir actuel, il ne se doute pas à quel point notre pays est grand. Et il le tire vers le bas. Il aurait fallu Tebboune de plusieurs candidats, même s'il y a des arrangements électoraux, ça on le sait. On le sait parce que ce que nous voulons, c'est la sécurité et la stabilité. Mais qu'il y ait au moins une forme de crédibilité. Donc la liberté d'expression, il faut laisser les gens parler dans les chaînes de télévision. Il y a des chaînes de télévision qui sont encore de droit étranger. Il faut trouver des solutions. Il faut les encadrer et puis leur donner des autorisations. L'autre point, c'est la question identitaire. Il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan identitaire. La langue tamazigh, à l'époque de Bouteflika, il faut reconnaître ça, est devenue une langue nationale et officielle. Mais malheureusement, ce sont encore que des mots. Quand on sait que l'enseignement de tamazigh n'est pas obligatoire, qu'on n'enseigne pas l'histoire antique, et que Massinissa, Jugurtha, on les considère même comme des étrangers, j'ai émis il y a quelques années le souhait qu'une place d'Alger soit donnée comme Moctezuma au Mexique, la principale place de Mexico. Ceux qui ont été à Mexico peuvent peut-être nous le confirmer. C'est Moctezuma, c'est pas Cortés, c'est pas le conquistador. Et à Alger, il faut qu'il y ait une place Massinissa, une place Jugurtha, etc. Il faut que nos héros antiques soient pas réhabilités, ils n'ont pas besoin, mais qu'ils reviennent au devant de la scène. C'est ce qui va nous conférer à nous, Algériens, une profondeur historique que des historiens amateurs ou des historiens colonialistes ou même des parties étrangères nous dénient, pensant que nous sommes sortis de rien du tout. Donc il faut qu'il y ait l'enseignement, que dans l'enseignement, on puisse justement retrouver cette profondeur historique qu'a notre pays. Voilà ce que je viens de vous dire. Alors, évidemment, quand je vous disais tout à l'heure que la question identitaire, elle est venue de la crise de 1949 et du plaquage monolithique de 1962 par le premier président de la République, je n'ai pas tout dit parce qu'en fait, moi je me suis posé la question. On nous a plaqué déjà pendant la colonisation la question du royaume arabe qui a été soufflé justement par les Saint-Simoniens. Ismaïl, je ne sais plus comment il s'appelle ce général, qui était Ismaïl Urbain, je crois, qui a été soufflé à Napoléon de créer un royaume arabe. Imaginons que Napoléon ait voulu créer un royaume berbère. Donc ça aussi, c'est une malencontreuse idée, une idée fumeuse pour faire de l'Algérie un royaume arabe. Et ça a gardé ses traces jusqu'à ce jour. S'il avait parlé de royaume berbère, peut-être que les choses auraient été... Donc comme quoi le colonialisme n'a pas toujours été favorable à ce que l'on croit. N'a pas toujours joué dans le sens de l'idéologie que l'on croit. Alors, on va arriver à des choses qui sont beaucoup plus vitales, mais je ne vais pas trop vous ennuyer. Donc, il y a des choses beaucoup plus vitales, c'est la question économique et la vie quotidienne des Algériens.
Et ça, c'est quand même très important parce que si vous vous rappelez tous les textes fondamentaux de la révolution algérienne, la proclamation de novembre, la Soumam, on parlait de l'État démocratique et social, c'est-à-dire amélioration de la condition de vie des Algériens, le travail, la santé, les soins, l'éducation, etc. Il faut reconnaître que des efforts considérables ont été faits dans ce domaine. Moi, je suis au pays 4-5 fois dans l'année. Les choses ont énormément changé. Je ne parlerai que, par exemple, des démarches administratives. Ceux qui sont de ma génération savent que nous avons vécu le calvaire avec les papiers. Et maintenant, ces choses-là sont réglées. Vous avez l'ordinateur et vous avez les femmes. Pour moi, deux choses ont considérablement changé les choses, c'est l'informatisation et la féminisation. Et personne ne peut le nier, même si ce n'est pas encore parfait. Il y a une chose sur laquelle moi je suis triste de parler de ça. C'est la question du pouvoir d'achat pour les franges de la société les plus faibles. Force est de constater que le Rachid beaucoup de personnes dans notre pays sont encore frustrées sur le plan alimentaire. Il n'y a pas les gens. L'accès à la viande et aux poissons, c'est quelque chose de très difficile. Comment peut-on justifier qu'un pays de 2 380 000 km², avec une façade maritime de 1200 km², avec des richesses faramineuses, comment peut-on imaginer qu'on n'ait pas l'autosuffisance alimentaire? C'est quand même quelque chose d'incroyable, qu'on ne produit pas assez de nourriture. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à me poser cette question, que je me pose depuis très longtemps. Le président de la République lui-même, Abdelmajid Tebboune, il a dit « Nous allons créer des industries alimentaires, laitières dans le sud, pour justement parer au déficit alimentaire, l'importation de vaches. » C'est un projet que je n'ai pas étudié, mais je sais qu'il y a ce projet qui a été évoqué par Abdelmajid Tebboune. Même sur le plan, je parlais du côté microéconomique, sur le plan macroéconomique, je vais aller très vite. Est-ce que vous concevez qu'un pays aussi étendu, aussi riche, ne puisse produire que 200 milliards de dollars de PIB? Alors que des pays comme l'Égypte ont produit 2,5 fois plus, le Mexique 7 fois plus, l'Iran 2 fois plus, avec des populations, certes, des populations de 100 millions, même de plus de 100 millions. C'est un véritable problème. Je me suis posé la question pourquoi? Pourquoi il y a un retard à l'essor économique de notre pays? La première des choses, c'est qu'il y a toujours ce souci de souveraineté, éviter de faire appel à l'endettement extérieur. Donc parce qu'on a été échaudé par le rééchelonnement toxique de la période de Liam Zeroual. Donc ne pas emprunter. Deuxièmement, les politiques algériens, les derniers en tout cas, pensent que si on laissait faire se développer une oligarchie économique, elle pourrait influer sur la décision politique. C'est pour ça qu'on a gêné tout ce qui pouvait... C'est pas un tabou, je peux citer le cas d'Arbrab qui a été gêné. Et Bouteflika lui-même a dit « Je n'ai pas besoin d'un Bill Gates algérien ». C'est ça, oui, pas besoin d'un Bill Gates algérien. Hein? Ah, ben voilà, d'un Berlusconi algérien. Tout à fait. Parce que Berlusconi, il a fini en politique, effectivement. Tout à fait, merci beaucoup. Voilà. Et puis, pour moi, ça me tient à cœur. C'est l'un des problèmes aussi de l'économie algérienne, c'est le handicap démographique. 45 millions d'habitants pour un territoire de 2 380 000 km², c'est dérisoire. Quand j'ai commencé mes études de médecine, première année de médecine, et donc on a fait de la médecine pédiatrique, la première des choses qu'on a faites, c'est le contrôle démographique. On sortait d'une colonisation qui nous a décimés, on sortait d'une guerre de libération qui a quand même tué beaucoup de personnes, et on était 9 millions, et on nous disait, il ne faut pas faire beaucoup d'enfants.
Il faut contrôler la démographie. Et c'est la première fois que j'ai entendu de la pilule, la stérile, et le stérilet, c'était à l'époque. Mais je ne m'étais pas posé la question. Et on n'était que 9 millions, sur un territoire immense. Et on sait que la démographie joue un rôle considérable, non seulement sur le plan économique, mais maintenant on le sait. Les Russes sont gênés par la démographie. C'est un énorme handicap. La puissance militaire chinoise et indienne, c'est d'abord la démographie. Ça le problème. Et nous, on n'a pas cette démographie. Il faut aller vite. Ah, il faut aller vite, d'accord. Ben, écoutez, donc ça me fait un raccourci vers la question de l'armée. Il y a un ambassadeur japonais qui disait, si vous voulez avoir de la souveraineté, si vous voulez préserver une civilisation, si vous l'avez, il faut pouvoir aligner 400 000 baïonnettes. Et il est important qu'un pays ait une armée puissante, une armée moderne, bien encadrée. Et de fait, l'Algérie, surtout dans la période actuelle, où il y a des menaces diverses et variées qui pointent à chaque kilomètre de nos frontières, donc l'Algérie a compris qu'il faut avoir une armée puissante. Et cette armée, maintenant, elle absorbe 10% du budget, près de 10% du budget. Je crois que c'est 21 milliards et demi pour l'exercice pour 2024 ou 2025. C'est quand même énorme, mais c'est la rançon qu'il faut payer pour avoir une armée, une sécurité nationale. Voilà. Alors, est-ce pour autant qu'il faut que l'armée investisse le domaine civil, comme le font les armées égyptiennes et surtout pakistanaises? C'est ce qui se profile avec la dernière mesure faite par Tebboune, qui autorise les militaires à rentrer dans certains secteurs sensibles de l'économie et de la vie civile. Ça, pour moi personnellement, j'ai toujours été pour le refus du mélange des genres. L'armée, c'est l'armée, le civil, c'est le civil. Mais il est important également que l'armée puisse s'investir dans les contrôles, par les services secrets, par les contrôles secrets de tout ce qui est secteur sensible, notamment la question monétaire, qui, comme vous le savez, est le fondement même de la souveraineté nationale. Voilà, donc j'ai parlé de ces questions de stabilité. Il faut qu'il y ait de la cohésion interne. Et si je résume par une formule, سقم دارك وما تخافش من الجيران. سقم خاميك ولا شوا ديرونا كي الصخر. Mais à condition qu'il y ait une cohésion interne. Et si en plus, si le pays est attaqué, il faut pouvoir compter sur le patriotisme. Et le patriotisme, c'est aussi la cohésion interne. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites, mais comme on me demande, voilà des questions. Voilà. Merci beaucoup. Désolé. Merci d'avoir patienté. Oh, j'ai mis 1 heure. Bon. C'était ce qui était prévu. Merci Merci pour cette belle conférence. Je n'ai pas l'habitude de faire des conférences comme ça. J'ai l'impression d'être pour un showbiz, pour un plateau de télévision. Je vais aborder un tour de chant. Malheureusement, je ne sais pas chanter. J'ai à peine assez de voix pour parler des petites choses comme celle-là. Merci pour cette rétrospective historique.